Le 24 avril, un développeur que la plupart des gens dans la crypto ne connaissent pas vraiment a balancé un tweet qui a fait l'effet d'une petite bombe. Il s'appelle Paul Stortz. Et ce qu'il a annoncé, c'est qu'il allait, je cite, forker Bitcoin. En clair, créer une copie de Bitcoin avec un nouveau nom, un nouveau projet et une distribution gratuite à tous les détenteurs actuels de BTC. Jusque-là, il n'y a rien de très original, hein. Bitcoin a déjà été forqué des dizaines de fois. La plupart de ces tentatives ont fini dans le grand cimetière des cryptos oubliés. Sauf que cette fois, il y a un détail qui dérange. Pour financer son projet, Stortz a décidé de piocher dans le portefeuille le plus sacré de toute la crypto, celui de Satoshi Nakamoto. Plus d'un demi-million de bitcoins dormant depuis 15 ans vont être redistribués sur la nouvelle chaîne. Alors c'est qui ce mec et qu'est-ce qu'il propose? Et est-ce que ça va vraiment doubler votre nombre de bitcoins? Bah c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, parce que vous allez voir, il y a un danger plus sournois qu'il n'y paraît en réalité. Pour comprendre ce que va faire Stortz, il faut d'abord comprendre ce qu'est un fork. Bitcoin, à la base, c'est un logiciel open source, ce qui veut dire que son code est public, lisible par tout le monde et copiable par n'importe qui. Théoriquement, tout le monde peut télécharger le code de Bitcoin, le copier, changer 3 lignes et lancer sa propre crypto. Ça a déjà été fait plein de fois, genre Litecoin par exemple, à la base, c'est un fork de Bitcoin, et il y en a plein d'autres. Sauf qu'avoir le code, c'est une chose, avoir une crypto qui fonctionne, c'en est une autre. Pour qu'une blockchain existe vraiment, il faut 2 ingrédients. Déjà des gens qui font tourner le logiciel sur leurs ordinateurs, ce qu'on appelle les nœuds, et des mineurs qui consacrent de la puissance de calcul pour sécuriser le réseau et valider les transactions. Sans nœuds, il n'y a personne qui tient le registre, et sans mineurs, n'importe qui peut réécrire l'histoire. En tout cas, c'est ce qui se passe pour les cryptos en preuve de travail, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un fork, c'est quand une partie du réseau décide un beau matin de suivre des règles différentes. La chaîne se divise en deux. À partir du bloc où la séparation a lieu, 2 versions de la blockchain coexistent et continuent à grandir chacune de leur côté. Il y a 2 types de fork en réalité. Déjà, le soft fork, c'est un changement compatible avec l'ancien logiciel, c'est-à-dire que les anciens nœuds continuent à fonctionner même avec les nouvelles règles. Et le hard fork, qui lui est une rupture nette. Les 2 chaînes deviennent incompatibles et les utilisateurs doivent choisir leur camp. C'est ce type de fork que prépare Stortz. Et c'est là que les ennuis commencent. La nouvelle chaîne hérite de l'historique des transactions et des soldes, mais elle doit reconstruire de zéro la confiance des utilisateurs, l'attention des développeurs et le soutien des exchanges, et surtout la puissance de minage qui sécurise le réseau. Sans ça, elle devient une cible facile pour des attaques, son cours s'effondre et le projet meurt en quelques mois. L'histoire est bourrée d'exemples. Bitcoin Cash en 2017 reste à peu près le seul fork à avoir vraiment survécu, et encore en pâle copie de l'original. Tous les autres ont globalement fini par mourir. Forker Bitcoin, c'est techniquement très simple, mais réussir un fork, c'est une autre paire de manches. Bon, et Paul Stortz, c'est pas n'importe qui. Dans le petit monde des développeurs Bitcoin, c'est une figure familière depuis plus de 10 ans. Il dirige une boîte qui s'appelle Layer 2 Labs, qui est dédiée à construire des couches secondaires sur Bitcoin. Et avant ça, il a passé des années à développer TruthCoin, un projet de marché prédictif décentralisé. Mais sa vraie obsession, depuis 2015, c'est un concept qu'il a baptisé les Drive Chains. C'est un moyen d'ajouter de la scalabilité et des fonctionnalités sur Bitcoin sans toucher à la couche de base. Sur le papier, ça ressemble à une solution miracle, mais en pratique, Stortz il a passé une décennie à essayer de la faire adopter, sans y parvenir. Il a formalisé sa proposition en 2017 dans la BIP 300. Une BIP, c'est l'équivalent d'un projet de loi pour Bitcoin. C'est un format officiel pour proposer une modification du protocole soumis à la communauté des développeurs. Stortz a aussi ajouté la BIP 301 en 2019, et depuis, il attend. Sauf que les développeurs principaux de Bitcoin, ceux qui maintiennent la version officielle du logiciel, qu'on appelle Bitcoin Core, ils ont jamais voulu intégrer ces propositions. Refus après refus, Stortz s'est fait une spécialité de critiquer ce qu'il appelle la dev capture. Selon lui, une poignée de développeurs tiennent Bitcoin en otage. Ils bloquent toute évolution majeure et empêchent le réseau de s'adapter à son époque. Au bout de 10 ans de frustration, il a fini par tirer la conclusion que si Bitcoin Core ne voulait pas de ses idées, il allait simplement créer son propre Bitcoin. L'annonce a été postée sur X et reprise dans la foulée par tous les médias crypto. Le projet s'appelle eCash. Le rendez-vous, il est fixé au bloc numéro 964 000, ce qui correspond à peu près au 21 août 2026 sur le calendrier Bitcoin. À ce moment précis, la chaîne se séparera en 2. Et le nom, il fait déjà débat parce que eCash, c'est un terme qui a déjà été utilisé plusieurs fois en crypto. Il y a le protocole eCash de David Chaum dans les années 90 par exemple, qui est considéré aujourd'hui comme l'un des pères fondateurs de la cryptographie. Il existe déjà un altcoin appelé eCash avec le ticker XEC, issu d'un fork de Bitcoin Cash en 2020, etc. Et Stortz, il le sait très bien. Il a juste racheté le domaine eCash.com et il assume le nom en disant que les autres usages ne lui posent pas de problème.
Sur le plan technique, eCash c'est presque une copie conforme de Bitcoin Core. Même algorithme de minage, même structure de blocs, même historique préservé jusqu'au bloc fatidique, et en outre, dès que la blockchain se séparera en deux, tous les détenteurs de Bitcoin recevront automatiquement la même quantité en eCash. Par exemple, si vous avez 0,3 Bitcoin le jour du hard fork, vous en aurez aussi 0,3 en eCash. Vous pourrez alors les vendre, les garder ou les ignorer complètement. Attention cependant, parce qu'il faut que ce soit de la self-custody. Pour les exchanges, ce sera au cas par cas. Et ça tombe bien, tant qu'on parle de self-custody, laissez-moi faire une petite parenthèse sur Ledger, le partenaire de cette vidéo. Ledger, c'est les champions français du hardware wallet, et ils viennent de lancer une promo flash jusqu'à dimanche. Le principe est simple, pour chaque appareil acheté via notre lien, vous recevrez un bonus en Bitcoin offert dans la boîte. 10$ de BTC sur le Nano S+, 20$ sur le Nano X, 30$ sur le tout nouveau Nano Gen 5, 70$ sur le Flex, et 80$ sur le Stax. Cette offre n'est pas accessible sur le site public de Ledger, c'est uniquement via notre lien. Donc si vous comptiez vous équiper pour bien sécuriser vos cryptos, c'est probablement le bon moment. Alors n'hésitez plus, je vous mets le lien en description. Allez, retour à la vidéo. eCash va démarrer avec une difficulté de minage volontairement très basse, dans le but d'inciter les mineurs. Mais ce qui rend eCash vraiment différent de Bitcoin, c'est ce qui sera greffé dessus dès le premier jour, les fameuses drive chains. Une drive chain, c'est une chaîne secondaire connectée à la chaîne principale sur laquelle on peut profiter de fonctionnalités absentes du Bitcoin de base. La spécificité du modèle de Stort, c'est la façon dont ces drive chains sont sécurisées. Elles utiliseront un mécanisme appelé merge mining, le minage fusionné. En clair, les mêmes mineurs qui sécurisent la chaîne principale eCash sécurisent aussi en parallèle et sans dépenser plus d'énergie les chaînes secondaires. C'est ce qui va permettre en théorie de multiplier les fonctionnalités sans diluer la sécurité. 7 drive chains ont d'ores et déjà été annoncées pour le lancement. L'ambition affichée sur le site officiel, c'est d'accueillir à terme 8 milliards d'utilisateurs. Bon, soyons clairs, c'est du marketing pur et dur. Aucune blockchain au monde n'est proche d'un tel chiffre. Mais ça donne une idée de l'ambition que Stort veut donner à son projet. Mais alors pourquoi il fait ça maintenant, et pourquoi sous cette forme? Pour lui, Bitcoin est figé. La couche de base, elle ne bouge plus, et le Lightning Network, cette solution de seconde couche qui devait résoudre le problème de la scalabilité de Bitcoin, n'a pas tenu ses promesses, en tout cas selon lui. En 2017, l'écosystème Bitcoin pariait sur Lightning. Aujourd'hui, 9 ans plus tard, l'adoption reste marginale, l'expérience utilisateur est compliquée, et les volumes sont faibles par rapport à la promesse initiale. Pour l'avoir personnellement testé de long en large, on peut pas lui donner tort sur une chose. Lightning, c'est très impressionnant et super ingénieux, mais pour le grand public, c'est vachement compliqué à utiliser de manière totalement souveraine. Alors qu'à la base, c'était le but. Sa thèse, c'est que les utilisateurs veulent des fonctionnalités, et que si Bitcoin ne les propose pas, ils continueront d'aller les chercher sur Ethereum, sur Solana et sur n'importe quelle autre blockchain. Donc, il faut trancher. Alors pourquoi un hard fork plutôt qu'un soft fork plus consensuel dans ce cas? Parce qu'un soft fork demanderait l'accord des développeurs Bitcoin Core, et que cet accord il viendra jamais. Et Stort, il l'a accepté. Il préfère bypasser tout le monde et se créer son propre terrain de jeu, plutôt que de continuer à parler avec un mur. Et donc pourquoi un airdrop plutôt qu'un nouveau token vendu en ICO? Pour donner immédiatement à eCash une base de millions de détenteurs et une légitimité qu'aucun nouveau projet ne peut acheter avec de la pub. Tous les détenteurs de Bitcoin deviennent automatiquement détenteurs d'eCash, qu'ils le veuillent ou non. Le calendrier qu'il s'est fixé est serré, le fork c'est aux alentours de fin août. Le code sera figé 30 jours avant, et plusieurs programmes de bug bounty sont prévus pendant l'été pour le stress tester. Sur le papier, l'idée a une vraie cohérence technique, sauf que pour financer tout ça, Stort il a fait un choix qui a fait bondir une bonne partie de la communauté Bitcoin. Le projet eCash a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Il faut payer des développeurs, il faut financer les 7 drive chains, il faut faire tourner l'infrastructure, il faut attirer des partenaires. La solution choisie par Stort est tout sauf banale. Sur la nouvelle chaîne eCash, les bitcoins associés à Satoshi Nakamoto seront réassignés. Alors pas tous a priori, mais environ 500 à 600 000 bitcoins sur le million qu'il aurait miné à l'époque. Ces coins sont identifiables grâce à ce qu'on appelle le Patoshi Mining Pattern. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo, c'est une signature très particulière laissée dans les premiers blocs de Bitcoin par un seul et même mineur, qui correspond très probablement à Satoshi lui-même. Ces bitcoins n'ont jamais bougé en 15 ans, ils dorment intouchables comme une relique sacrée du protocole si vous voulez. Pour être sûr que vous ayez bien compris, sur la chaîne Bitcoin originale, rien ne change, personne ne touche aux coins de Satoshi, ils restent exactement là où ils sont. Le réassignement ne concerne que la nouvelle chaîne eCash, où ces mêmes adresses seront vidées dès le départ, pour reverser les fonds à des investisseurs et des développeurs du projet. Plusieurs développeurs Bitcoin ont accusé Stort de vol pur et simple, même si techniquement aucun Bitcoin n'est subtilisé. Ici l'argument n'est pas comptable, il est moral. Si on accepte qu'un fork puisse réassigner les coins de Satoshi sous prétexte qu'ils dorment, qu'est-ce qui empêchera demain un autre projet de réassigner ceux d'un wallet inactif quelconque? Stort est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Et au-delà de la polémique, il y a aussi des objections techniques sérieuses. Certains ont publiquement démonté les drive chains.
L'argument central, c'est que le modèle de Stortz donne beaucoup trop de pouvoir aux mineurs. Si une majorité de la puissance de calcul du réseau se met d'accord, elle peut potentiellement détourner les fonds bloqués sur des chaînes secondaires. Un risque qu'on appelle classiquement une attaque 51%, mais transposé à un nouveau contexte. Pour le développeur de Cashu, Stortz il est en train de faire un caprice, ni plus ni moins. Un autre point sensible, la replay protection. C'est le mécanisme qui empêche qu'une transaction signée sur une chaîne soit rejouée frauduleusement sur l'autre. Alors suivez bien 2 minutes parce que ça peut directement vous concerner. Je vais essayer de faire simple. Mécaniquement, une transaction valide sur l'une des chaînes est valide également sur l'autre, à condition que les UTXO utilisés datent d'avant le fork. Pour essayer de simplifier au max, ça veut dire que si vous bougez un BTC sur la blockchain Bitcoin, et ben la même transaction pourrait être rediffusée sur eCash sans votre accord. Et l'inverse est vrai aussi. Sans replay protection, les détenteurs de Bitcoin risquent de perdre des coins par accident en bougeant leur eCash, et inversement. Stortz a fait le choix délibéré de ne pas implémenter cette protection, parce que c'est un levier selon lui pour forcer les exchanges à lister eCash. Parce qu'en vrai, le pire ennemi d'un fork, c'est pas vraiment le code, c'est l'indifférence des exchanges. Si les gros exchanges refusent de lister eCash, le projet est mort-né. Pas de liquidité, pas de prix de marché, pas d'adoption. La plupart des forks Bitcoin oubliés sont morts comme ça. Et les exchanges en 2026, ils sont plus prudents qu'avant. Lister un fork, c'est du travail technique, des risques réglementaires, du support client à gérer, et souvent peu de revenus à la clé. Sa logique, c'est qu'il veut mettre les exchanges dans une position délicate, juridiquement parlant. Parce que quand les utilisateurs vont faire des retraits BTC, et ben ça va aussi engendrer des transactions eCash. Elles seront accidentelles, mais du coup, au niveau de la justice, ça met les exchanges un peu dans la sauce, et donc c'est une façon de les forcer à gérer et à lister eCash. Dites-vous que même Bitcoin Cash en 2017 avait implémenté cette protection. C'est pas qu'on sait pas faire, on sait très bien faire. C'est un choix délibéré comme je disais, c'est une sorte de chantage à toute l'industrie. Alors pas d'inquiétude tout de même, si vous voulez éviter les problèmes c'est simple, ne touchez pas à votre eCash, tout simplement. Ne les bougez pas, ne les vendez pas, n'y touchez pas. De cette façon, une replay attaque devient impossible. Et puis la grande nouveauté de ce fork, celle qui le distingue radicalement de Bitcoin Cash, c'est que Bitcoin c'est plus une affaire de geeks isolés. À l'heure où je vous parle, les ETF spot américains détiennent à eux seuls plus d'1 million de bitcoins. Strategy, l'entreprise de Saylor, elle en détient à elle seule plus de 800 000. Ajoutez à ça les autres entreprises cotées, les fonds, les trésoreries d'État, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ces géants face à un airdrop d'e-cash? Est-ce qu'ils vont le réclamer et risquer de devoir gérer un actif controversé qu'il faudra justifier devant les actionnaires? Ou bien est-ce qu'ils vont le vendre immédiatement, ce qui créerait une vague vendeuse massive sur eCash dès son premier jour de cotation? Ou bien est-ce qu'ils vont l'ignorer et expliquer aux mêmes actionnaires pourquoi ils ont refusé un actif gratuit qui valait potentiellement des milliards? Les prospectus des ETF y prévoient déjà un traitement spécifique des actifs forkés, mais aucune ligne n'a jamais été testée à cette échelle. Les départements compliance de Wall Street y regardent la chose avec attention. C'est la première fois qu'un fork de Bitcoin arrive dans un monde où Bitcoin appartient à BlackRock, à Fidelity ou à des entreprises du S&P 500. Reste la seule question qui compte vraiment. Est-ce que eCash va vraiment exister ou bien rejoindre le cimetière des forks oubliés? Bah personne n'en sait rien. Et Stortz il a un avantage que les forks précédents n'avaient pas. Un projet techniquement cohérent, des sidechains déjà en développement avancé et une vision claire. Mais il a contre lui l'histoire, une bonne partie de la communauté Bitcoin et un choix moral qui fait grincer des dents jusque dans son propre camp. D'ici la fin du mois d'août, on saura si forquer Bitcoin avec les coins de Satoshi était un coup de génie ou la dernière mauvaise idée d'un développeur qui n'a jamais su lâcher prise. Évidemment, on vous tiendra informé de tout ça sur notre canal Telegram d'actualité, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. On vous résume toute l'actualité crypto en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour du côté des aventures de Kara sur Steady Lads. Et aussi, allez checker les offres de Ledger, le partenaire de cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description, comme d'habitude. Alors dites-moi en commentaire ce que vous allez faire de ce eCash, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.